Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, vous et vos familles. Je suis accompagné aujourd'hui par M. Patrick Gagnon de Gestion de placement Manuvie, vice-président du district Laval-Rive-Nord. Bonjour Patrick, Allô. Bienvenue à nos bureaux. Dans la continuité de notre série de vidéos qu'on a commencé depuis le début de la pandémie, j'ai pensé à inviter Patrick afin de nous parler de marché un peu. Pour vous donner une mise à jour. Donc, Pat, ça a été une période assez intéressante. Parle-nous un peu de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, puis peut-être où est-ce qu'on s'en va. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. En fait, je pense que si on recule un peu depuis les 7 derniers mois, on sortait d'une année 2019 assez intéressante au niveau des rendements. Tout le monde avait fait des rendements intéressants. La plupart des indices boursiers dans le monde avaient enregistré des rendements forts à la hausse. Et puis, on a connu le fameux COVID, la fameuse pandémie en début d'année, et ça s'est transposé dans les marchés boursiers. On a connu des reculs de l'ordre de près de 34% sur certaines places boursières américaines. Et bon an, mal an, en date de vendredi dernier, on avait récupéré malgré tout une bonne partie de ces pertes-là. Donc, ça s'avère être potentiellement un des rebonds les plus rapides de l'histoire. Et ça, c'est le temps qui va nous le dire, mais à court terme, on a récupéré de façon très rapide. À titre d'exemple, en date de vendredi dernier, on avait un Nasdaq qui est en hausse, en forte hausse de 15,5 %. Un S&P 500 qui était à la limite, qui oscillait autour de zéro, donc qui avait récupéré la perte complète. Le Dow Jones qui, lui, de par sa structure, 30 compagnies seulement, était légèrement négatif à moins 7 %. L'or, quant à elle, 25 % de croissance depuis le début de l'année. C'est une des classes d'actifs qui a la meilleure performance. Et notre indice domestique, donc le TSX, quant à lui, était autour de moins 5,52. Donc, c'est sûr qu'au Canada, de par la nature de notre économie, très lourdement exposée à l'énergie et au système financier, bien, c'est bien entendu que notre indice a un petit peu plus de difficultés. Ce qu'on a vu par contre, c'est une certaine rotation au niveau des secteurs dans les leaders du marché suite à la fameuse pandémie, qui n'est pas finie d'ailleurs, mais en fait, on voit qu'il y a des secteurs comme la santé, la biotechnologie, la logistique des transports, l'immobilier qui va avoir souffert dans certains créneaux, mais tout ce qui est entreposage pour justement les fameux Amazon de ce monde, les données, en bénéficier également. Et le télétravail, je veux dire, on est tous là, exceptionnellement, on est ensemble, mais pour la plupart, on travaille encore soit de la maison ou une combinaison travail-maison, Zoom, Teams, name it. Donc, Une question que je me fais poser, c'est que les gouvernements ont injecté énormément d'argent. Oui. Est-ce que ça l'a aidé au niveau de l'économie, au niveau le marché boursier? Le marché boursier, il a vu ça comment? Bien, en fait, c'est une bonne observation parce que oui, en effet, comparativement à la crise financière de 2008, les banques centrales ont intervenu extrêmement rapidement ce coup-ci pour injecter des capitaux dans le marché. Ce que ça a fait, c'est qu'habituellement, quand tu injectes des capitaux dans une économie, cet argent-là doit ruisselle à un endroit ou à un autre. Puis dans ce cas-ci, elle s'est retrouvée dans les marchés boursiers. Donc, on a vu une augmentation de la masse monétaire, tant au Canada qu'aux États-Unis, qu'en Europe, au Japon. Et ce que ça a fait, c'est que ça s'est transposé dans une croissance importante des actions en bourse parce qu'il y avait plus d'argent, donc plus de vélocité, donc beaucoup plus d'argent en mouvement. Et ça a poussé certains secteurs, certaines actions à la hausse. J'ai des clients qui me posent la question, ils vont baisser les taux d'intérêt, est-ce qu'ils vont rester bas longtemps, est-ce qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté-là? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal pour te dire telle date ça va se passer, mais en fait, pendant qu'on se parle, M. Powell est en train de terminer sa rencontre à la Fed aux États-Unis. Et ce que les analystes ou les économistes voient sur les marchés, ce sont des taux qui vont rester bas à tout le moins jusqu'en 2022. Ce sont les pronostics parce qu'il n'y a pas de pression à la hausse au niveau de l'inflation. En fait, il y a plus de pression déflationniste, il y a plus de risques déflationnistes que de risques d'inflation. Donc, c'est plus ça qui stresse, entre guillemets, les banques centrales. Et le fait que les taux directeurs soient très bas et que l'inflation soit basse, il n'y a pas de besoin ou d'urgence d'augmenter les taux d'intérêt. La façon dont Manuvie gère de l'argent, si je me trompe, tu me corrigeras, c'est qu'ils achètent des business. Oui. Donc, ils sont comme partners dans la business, ils croient dans la business, puis ils disent je veux payer un prix pour tel business, puis je vois la croissance dans tel temps. Donc,
durant la pandémie, on voit qu'il y a des business qui ont baissé, il y en a d'autres qui ont augmenté. Tu sais, il y a des lignes aériennes que peut-être c'est pas la meilleure business en ce moment parce qu'elles sont quasiment arrêtées, mais il y a eu d'autres opportunités. Tout à fait. Manuvie, là-dedans, comment ils se sont comportés? Bien, en fait, on a toujours une approche de gestion de risque. On est quand même le bras d'une compagnie d'assurance. Ça fait au-dessus de 130 ans qu'on est en affaires. On n'est pas cow-boy dans la façon de gérer les actifs des clients. Puis on a une approche très basée sur le retour, basée sur le risque. Donc, on va prendre nos précautions. Donc, on va regarder la gouvernance, on va regarder les secteurs, on va regarder les pronostics. Mais c'est souvent une approche qu'on appelle bottom-up, donc, et non top-down. Donc, pas une approche nécessairement macro, mais basée sur l'entité, la compagnie qui va être détenue dans le portefeuille. Et on a une approche, comme tu dis, à long terme. Donc, on ne fait pas des transactions à court terme pour bénéficier d'un rebond, disons, sur le prix de l'énergie qui était très bas puis qui pourrait avoir remonté en pourcentage. On se tient loin de ça. Donc, le 23 mars, je pense, ça a été où est-ce que les marchés ont été le plus bas. Ouais. Est-ce que les gestionnaires y achetaient ou ils vendaient à ce moment-là? On a profité, en fait, dans certains de nos mandats, on en a profité pour ajouter des titres qu'on suivait depuis un certain temps, mais qu'on trouvait d'un point de vue multiple un peu dispendieux. Je sais que notre équipe Valeur au Canada a fait l'acquisition de chemin de fer, donc CN et CP dans notre mandat de revenus mensuels élevés. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise que les gestionnaires aimaient bien. La valeur du titre a dégringolé suite à la correction boursière et on en a profité pour prendre une position dans ces compagnies-là. À titre d'exemple, on va avoir de nos fonds, un fonds d'action mondial géré par notre sous-gestionnaire Mauer qui va avoir largué ou réduit la position dans, comme tu disais tantôt, le secteur des voyagistes. Parce que la demande est en forte baisse. On ne voit pas séculairement que ça va augmenter à moyen terme. Donc, on essaie d'être tactique, mais on essaie de pas de prendre des décisions à très court terme juste pour bénéficier d'un soubresaut du marché. Ce n'est pas notre philosophie d'investissement en général. Est-ce que le phénomène de work from home, les gens qui vont travailler de la maison ou remote avec les nouvelles technologies, on voit que le Nasdaq, c'est un des marchés qui a très bien performé. C'est-tu une tendance que tu penses qui va continuer avec ces types de technologies-là qui peut-être vont être adoptées ou pas adoptées, je ne sais pas. Parce que j'ai des clients qui me le demandent, c'est-tu trop tard? Amazon, c'est cher. Tesla, Zoom et toutes les autres technologies qui sont alentour de ça. C'est-tu quelque chose que les gestionnaires prévoient que d'ici 5, 10 ans, 15 ans, ça va continuer? Ben, je ne peux pas parler pour un titre en particulier, mais si je regarde une industrie, puis on est passé d'un environnement où on allait au travail, puis à 100%, je donne un exemple, 9 à 5. Là, on est passé, dans la vaste majorité d'un environnement, à la maison tout le temps avec la téléconférence. Je pense qu'une fois qu'on va avoir une sécurité par rapport à notre santé, si on retourne au bureau, il risque d'y avoir une combinaison des deux. Je pense que des gens qui soient capables de faire du télétravail une journée ou 2 journées par semaine, ça va améliorer leur qualité de vie, ça va améliorer peut-être leur productivité. Donc, il reste place à ces technologies-là. Oui, je crois que c'est pas juste de passage. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que ça marque l'imaginaire à court terme. Quand le nombre d'usagers, je prends Zoom, passe de, 50 millions à 200 millions en 1 mois et demi, 2 mois, ça marque l'imaginaire. En même temps, je crois que ces technologies existaient avant. Certaines firmes les utilisaient beaucoup. D'autres secteurs étaient un petit peu en retard sur ça. Puis là, donc, on vient d'avancer un échéancier que peut-être dans 5 ans, on aurait été là anyway. Je crois que oui. Puis je crois que même au niveau de l'immobilier commercial, le commercial real estate, je vais prendre notre building à nous au centre-ville qui est flambant neuf qui a 2 ans. On a 21 étages sur un building de 27. Ça fait depuis le mois de mars qu'on travaille tous de la maison. On se pose la question, est-ce qu'on a besoin de tout cet espace-là? Est-ce que c'est pertinent de le conserver? Puis est-ce qu'on va juste réduire l'espace puis faire du télétravail? On n'est pas encore rendu là, mais on sent qu'il y a une réflexion profonde qui s'opère par rapport à ça. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de clients qui nous ont appelés, puis on a toujours dit le même message de rester investi. Oui. Puis on vient de voir avec ce qu'on vient de se passer, c'est dur à prévoir le futur, mais avec ce qui vient de se passer, même dans les mandats de Manuvie, on voit avec la baisse, la hausse, la volatilité, sur le long terme, si les gens restent investis, puis c'est dans des bons mandats de gestion, les résultats sont là. Parle-moi un peu des résultats, que ce soit le fonds de dividende ou le revenu mensuel. Ce sont des fonds qui existent depuis très longtemps, les mandats, puis l'équipe qui gère ces mandats-là. Comme juste répéter, ils n'achètent pas pour la saveur du mois. C'est vraiment des business
avec lesquels sont des partenaires quasiment. Il faut le voir comme un conglomérat, il faut le voir comme un holding de compagnie. Okay. Donc, on voit chacun des titres qu'on détient comme un risque individuel en tant qu'une compagnie individuelle. Fait qu'on ne peut pas avoir 8 compagnies de la même affaire dans notre portefeuille. Donc, puis vous avez toute une équipe d'analystes qui regarde ça. C'est pas juste quelqu'un dans non, ils sont une vingtaine à temps plein. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vient de vivre cette année, c'est que ça démontre encore que la gestion active fonctionne. Okay. D'autant plus que quand les marchés descendent de moins 34, on n'a pas eu de fonds d'action qui ont descendu à ce même niveau-là. Je ne dis pas que c'est une expérience confortable à 100% dans la mesure où si j'ai un fonds d'action à 100%, il va baisser, mais comme il baisse moins que l'indice, ça prend beaucoup moins de temps à revenir en territoire positif. Donc, si je prends la portion, le fonds de revenu dividende, qui est en hausse de 6,38 depuis le début de l'année, on a un TSX en baisse de 5,52. Quand vous faites la différence entre les deux, vous voyez la valeur ajoutée du gestionnaire, puis du style de gestion, justement, de diversifier le risque. Pour faire une analogie, le 6,39 % de rendement depuis le début de l'année, bien, 70 % de ce rendement-là provient de 12 secteurs économiques différents. Le TSX, en général, en moyenne historiquement, 70 % de son rendement va venir de 2 secteurs. Donc, on a une meilleure diversification. On est un petit peu atypique à l'indice, mais ça fait que l'expérience de dispersion, donc je descends moins que la moyenne des ours, ça me permet d'être en territoire positif plus souvent puis d'enregistrer des performances qui sont plus confortables et plus stables à long terme. Excellent. Pat, je te remercie pour ton temps. J'espère que ça a été instructif à tous nos clients. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on va en faire d'autres entrevues comme ça afin de vous tenir au courant. Fait que je vous souhaite tous une bonne journée et un bon week-end. Merci.